Ça sera en replay? Oui, ce sera en replay aussi. Bonjour à tous, bonjour donc ici. Hop là, je suis donc Tania Laforgue et j'organise donc l'atelier découverte sur la PNL. Avant tout, j'aimerais savoir, donc j'ai des personnes dans la salle et j'ai des personnes aussi en ligne. Et je voudrais savoir, ceux qui sont en ligne, est-ce que vous m'entendez correctement? Pour être sûr d'avoir un son correct, merci de mettre dans le chat si vous m'entendez. Oui, super, merci, parfait. Donc, ce soir, atelier découverte PNL. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de faire la route pour venir me voir. Merci aussi à ceux qui prennent le temps sur l'ordinateur. Et donc, l'idée, donc je suis Tania Laforgue. Certains d'entre vous me connaissent déjà, d'autres découvrent peut-être. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais dire simplement qui je suis. Donc là, Audrey, vous me connaissez bien. Donc, je suis infirmière de formation. J'ai découvert la PNL quand j'avais 20 ans, par l'intermédiaire d'un livre d'Anthony Robbins qui s'appelle Le pouvoir illimité. Et puis, j'ai, pendant de nombreuses années, utilisé la PNL à titre personnel pour mon développement personnel. J'en avais besoin. Et donc aujourd'hui, j'ai un centre de formation situé à Annecy, donc à Chirano précisément, où j'enseigne donc la PNL, j'enseigne l'hypnose. Donc, c'est un centre de formation qui est dédié au métier de l'accompagnement. On a un cursus coach professionnel. À l'intérieur duquel on retrouve d'ailleurs les outils de PNL. Donc, c'est un cursus coach professionnel qui est certifié RNCP. L'idée de l'atelier de ce soir, c'est de faire découvrir la PNL à ceux qui ne connaissent pas, de répondre à vos questions, et puis vous savez un petit peu de quoi on parle quand on parle de PNL, parce que franchement, PNL, programmation neuro-linguistique, c'est pas gagné à la base quand même, hein, comme nom. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire une présentation, et puis il y aura des temps de questions où vous pourrez me poser des questions dans la salle et bien sûr aussi en ligne. Donc, on va être ensemble pendant environ 1 heure pour répondre à vos questions. Avant tout, première question qu'on pose en général tout de même, c'est qu'est-ce que la PNL? Bonne question. Effectivement, quand on parle de programmation neuro-linguistique, c'est pas gagné de comprendre. Oula, zut, excusez-moi, j'ai coupé l'image. Je me suis assise dessus, c'est pas tellement. Ok, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, vous ne devez plus avoir d'image. Voilà, c'est normal. Ça va revenir, si on peut. Alors, je ne suis pas la reine de la technique. J'ai pu faire ça. Voilà, ça y est, j'ai compris. C'est parti. Voilà. Voilà, c'est bon. Je me suis assise sur ma télécommande, ce qui n'est pas chose à faire. Donc, je vais reprendre. Excusez-moi pour voilà les petits soucis techniques. Donc, programmation neurolinguistique, qu'est-ce que c'est? Alors, encore un petit souci technique. Excusez-moi, on va y arriver, je vous promets. L'idée, c'est que vous ayez une image et un son correct aussi pour ceux qui sont à distance. Voilà, je ne bouge plus et normalement, je ne touche plus à rien et ça devrait bien se passer. Donc, excusez-moi. Donc, que veut dire PNL? Que veut dire programmation neurolinguistique? Programmation neuro-linguistique. Programmation veut dire qu'en fait, on pourrait même parler d'apprentissage neurolinguistique. C'est-à-dire qu'on est programmé quelque part dans des comportements. Et ces apprentissages, quand on arrive sur cette planète, on va avoir un tas d'apprentissages qui vont passer en mode automatique. Et rien n'est automatique au départ, mais en fonction de notre vécu, quelque part, on va se créer des habitudes. Des habitudes, que ce soit des habitudes de pensée, des habitudes de réaction, des habitudes de comportement. Et dans les habitudes que l'on a créées, en fonction de notre famille, en fonction de notre vécu, et encore plus en fonction de la façon dont on a interprété notre vécu, on le verra ensemble un peu plus loin, je vais avoir des habitudes qui vont être plutôt positives et des habitudes qui ne vont pas forcément m'aider dans la vie.
Et on va voir qu'avec la PNL, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir agir sur pas mal de choses. Neuro, pourquoi? Parce que tout ça, ça passe par notre cerveau, qui est une machine exceptionnelle, dont on connaît des choses, mais on commence à découvrir des choses encore plus maintenant. Et tout le système nerveux, avec notre système qu'on appelle VACOG, c'est-à-dire les 5 sens, le visuel, le V de visuel, le A de auditif, le K de kinesthésique, c'est le toucher ressenti, le O des olfactifs et le G de gustatif. Donc tout ça fonctionne ensemble. Et pourquoi linguistique? Parce qu'on verra tout à l'heure, les mots qu'on va utiliser ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. Et les mots sont bien plus que des mots. C'est vraiment des représentations internes qui vont être filtrées par nos pensées, nos réactions et beaucoup de systèmes. Donc la PNL est née dans les années 70 par deux personnes à la base, Richard Bandler, qui était à l'époque étudiant en psychologie, et John Grinder, qui est linguiste. Et donc ces deux personnes ont travaillé conjointement pour étudier des stratégies d'excellence. Alors, comme effectivement ces personnes étaient dans le monde de la psychologie, dans un premier temps, ils ont étudié les thérapeutes. Et madame est intéressée par l'hypnose, et effectivement, ils ont étudié des thérapeutes comme Milton Erickson, qui a apporté l'hypnose ericksonienne en PNL. Ils ont observé l'analyse transactionnelle, la gestalt, les thérapies familiales avec Virginia Satir et bien d'autres. Ils ont travaillé avec l'équipe de Palo Alto à l'époque, c'est une équipe connue. Et donc, ces personnes ont beaucoup étudié à la base des stratégies des thérapeutes. Pourquoi? Parce que vous aviez des personnes du type Milton Erickson, qui était un génie, qui était psychiatre en hypnose, qui avait des résultats extraordinaires. Milton Erickson, par exemple, quand il expliquait, quand il faisait des choses, il n'expliquait pas comment forcément il les faisait. Donc la première vague de PNL, ça a été d'observer des stratégies de réussite, d'accompagnement des grands thérapeutes. Et puis, en observant ces stratégies de réussite, eh bien, on a créé des outils qu'on appelle des outils de modélisation. Et ensuite, on s'est intéressé aux grands communicateurs, aux stratégies de réussite de gens de succès, des personnes qui réussissent, que ce soit dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle. Et finalement, on s'est intéressé plutôt à comment ça marche plutôt que pourquoi ça marche. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont des talents, par exemple? Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour mettre des choses en place? Et c'est vrai que si, par exemple, je prends quelqu'un qui va être très doué, par exemple, je vous ai mis l'orthographe, on a étudié, par exemple, les stratégies de réussite dans les apprentissages, on a pris des élèves qui étaient excellents en orthographe, et on s'aperçoit que dans les élèves qui sont excellents, eh bien, il y a de nombreux points communs. Le fait de repérer ces points communs nous donne des stratégies que l'on va pouvoir reproduire. Et ici, notamment, nous travaillons avec Cécile Blanchet, qui s'est formée en PNL et qui est maître praticien PNL et spécialisée avec les enfants. On va avoir des stratégies pour retenir plus facilement l'orthographe. Donc, l'idée de la PNL, c'est ce qu'on appelle la modélisation. Si j'observe comment fonctionnent les gens, et l'idée de base était de j'observe les stratégies de réussite. On peut aussi observer d'ailleurs des stratégies d'échec. Et plutôt quand on comprend, c'est vraiment comprendre comment ça marche. Quand je comprends comment ça marche, eh bien je peux pas seulement résoudre des problèmes, mais plutôt les dissoudre, puisque je comprends mon fonctionnement. Okay. Alors qui vient se former à la PNL? Eh bien, des personnes qui veulent faire, qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent faire un cursus, qui veulent devenir coach professionnel. Donc, bien entendu, puisque là, la PNL est un des outils qui va amener vers ce cursus, il y en a beaucoup d'autres. Et des personnes qui veulent faire du développement personnel, puisque je veux mieux me comprendre, je veux mieux communiquer, je veux avoir des stratégies de réussite, je veux gérer les états internes. Donc, la PNL apporte tous des savoir-faire dans ce domaine. Je veux travailler sur moi, savoir qui je suis, quelles sont mes identités. Donc, la connaissance de soi, des outils que j'appelle moi aussi les compétences transversales, c'est-à-dire savoir communiquer, savoir gérer ses émotions, tout ça, c'est utile dans la vie. Et est-ce qu'on vous a appris à ça à l'école? Moi, je crois pas. Moi non plus. Et donc, j'étais rapide de l'apprendre par la PNL. Je pense que si j'avais pas eu tous ces outils, je ne saurais pas où j'en suis aujourd'hui.
Donc la PNL va vous apporter des outils concrets. Donc, qui vient se former, les personnes qui veulent se reconvertir, avoir un métier d'accompagnement, les personnes qui veulent faire du développement personnel, mieux se connaître, acquérir des outils, les personnes aussi qui sont thérapeutes, puisqu'on a des psychologues aussi qui se forment à la PNL, puisqu'on va avoir des vrais outils de changement, des outils de changement puissants, on va agir à différents niveaux que je vais vous présenter maintenant. Et puis aussi des personnes qui veulent acquérir des compétences transversales, qui sont managers, quel que soit le domaine, la communication, la gestion des émotions, c'est utile pour tout le monde. Donc moi d'ailleurs, je vais vous expliquer comment se passent les formations, mais le base PNL, ce qu'on appelle le base PNL qui dure 3 jours, devrait être enseigné à mon sens à l'école, puisqu'on va parler de la communication, de gestion des émotions, et c'est vraiment quelque chose qui devrait aussi être enseigné à l'école. Donc voilà pour programmation neuro-linguistique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en PNL? Eh bien, je vais vous présenter un schéma qui est un schéma qui s'appelle les niveaux logiques de Robert Dilts. Robert Dilts, c'est la deuxième vague de PNL après Bandler et Grinder. Et Robert Dilts nous donne une façon de fonctionner, un fonctionnement de l'individu, comment la réalité de l'individu se construit. Et donc, je vais vous présenter les niveaux logiques. Pourquoi je présente les niveaux logiques? Parce que vous allez comprendre que, en fonction d'une problématique et en fonction de notre personnalité, que ce soit pour travailler sur moi ou que ce soit pour accompagner une personne au niveau du coaching, eh bien, je vais pouvoir agir à différents niveaux. Ok? Ça va permettre de structurer un petit peu cette intervention. Donc, les niveaux logiques fonctionnent comme ça. Au plus bas des niveaux logiques, ça va être l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi. C'est mon voisin, c'est les autres, c'est tout ce qui n'est pas moi. On est plutôt au niveau de l'avoir. Et quand une personne vient me dire, par exemple, mon voisin me fait des problèmes, eh bien, ça se situe au niveau de l'environnement. Moi, je vais chercher qu'est-ce qui fait que j'ai des problèmes avec mon voisin, qu'est-ce que je fais, moi, peut-être ou pas, hein, pour avoir des problèmes avec mon voisin. Donc, on va dire qu'on ne peut pas agir sur l'environnement, sauf si vous décidez à un moment de changer votre environnement parce que votre environnement ne vous convient plus. On va pouvoir agir sur les comportements. Donc, parfois, quand vous avez un problème au niveau de l'environnement, eh bien, ce sera peut-être mon comportement. Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas pour obtenir ça dans mon environnement? Dans la PNL, on a vraiment la notion de responsabilité et l'idée, c'est d'être acteur de sa vie. C'est-à-dire que je ne suis pas responsable de ce qu'on m'a fait, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Par contre, je suis responsable de ce que je veux faire de ce qu'on m'a fait. Si je suis dans une posture de, entre parenthèses, si j'ai subi des choses en tant que victime, je suis encore responsable de ce que je veux faire, de ce que j'ai fait, de ce qu'on m'a fait. Mais pour ça, bien sûr, il faut être accompagné et pour ça, il y a vraiment une posture, il y a des choses. Donc, mon environnement, on part du principe que quelque part, c'est moi qui vais me le créer. Si je veux être acteur de ma vie, c'est moi qui vais créer mon environnement. Donc, quel comportement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas pour créer mon environnement, ok? Au niveau du dessus, eh bien, on a le comment je fais. Si par exemple, et comment je fais, c'est mes capacités, ce sont mon fonctionnement mental. On va parler de métaprogramme, de stratégie mentale. Comment je m'y prends, comment je fais, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je me dis, comment je fais pour arriver à avoir ces comportements qui influencent mon environnement. D'accord? Et donc, dans les stratégies mentales, souvent on a des stratégies, on peut avoir des stratégies conscientes, mais il y a souvent une partie qui est complètement inconsciente. Et c'est là où c'est intéressant de faire des liens, notamment avec l'hypnose. Donc, si vous regardez la semaine dernière ou il y a 15 jours, j'ai fait une vidéo sur les métaprogrammes où j'ai vraiment détaillé qu'est-ce que les métaprogrammes et ça va directement influencer mes comportements. Les métaprogrammes, ce sont des filtres de perception qui vont agir sur mes comportements et qui sont au service de mes croyances et de mes valeurs. Vous avez des personnes, par exemple, qui vont être plutôt dans aller vers. Aller vers, c'est je vais faire quelque chose pour obtenir quelque chose. D'autres personnes qui vont plutôt agir pour
Et donc, eux veulent éviter quelque chose. Et donc, deux personnes peuvent exactement faire la même chose avec une façon un objectif différent. Je peux acheter une voiture neuve pour être sûr d'être en sécurité sur la route et être bien, ou je peux acheter une voiture neuve pour éviter des problèmes sur la route. Globalement, je dis la même chose, mais je ne vais pas le formuler de la même manière. Donc, on a des modes de fonctionnement. Là, je vous en dis un, mais on en a une trentaine comme ça, puis il y en a même plus, où on va étudier, finalement, on va comprendre un petit peu les fonctionnements. Quand on travaille sur les métaprogrammes, ce qui est intéressant, c'est que, un, ça donne beaucoup de tolérance, puisque je comprends que la personne qui est en face de moi, si elle fait pas ce que j'ai envie, c'est pas qu'elle ne m'aime pas ou qu'elle a une mauvaise intention, c'est simplement qu'elle a un mode de fonctionnement complètement différent. Si je comprends son mode de fonctionnement, je peux lui parler dans son modèle du monde, on verra la notion de modèle du monde, et donc adapter ma communication. Si je comprends mes métaprogrammes, mes stratégies, comment je fonctionne, et bien alors je peux comprendre pourquoi j'ai ces comportements, pourquoi j'ai tel résultat dans mon environnement, et je peux donc modifier les choses. Donc ça me donne, entre parenthèses, du pouvoir sur ce que j'ai envie d'avoir. Au-dessus des états internes, au-dessus des capacités, il y a ce que je ressens. Eh bien, tout ça, en fonction des écoles de PNL, ça va être au même niveau ou à un niveau supérieur. Et je suis parfois dans un état, mon état interne va parfois modifier mes stratégies et mes capacités. Vous avez certainement tous remarqué que quand on a un état interne positif, on ne va pas agir de la même manière que quand on a un gros coup de blues ou quand on est hyper stressé ou autre. D'accord ? Et qu'est-ce qui agit aussi sur mon état interne au niveau du dessus, c'est mes croyances. Mes croyances et mes valeurs. Mes croyances sont là pour satisfaire mes valeurs. Mes valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi. L'inverse est valable, c'est au même niveau. Et les croyances, c'est ce que je crois de moi, ce que je crois de la vie, ce que je me crois capable de faire, ce que je ne me crois pas capable de faire. Et donc, en fonction de mes croyances, ça va déclencher dans certains contextes des états internes, etc., etc. Au-dessus, on a la mission, c'est-à-dire le rôle que je joue, et mon identité. L'identité, c'est l'image que j'ai de moi, et avec l'image que j'ai de moi, eh bien, je joue un rôle. Et j'ai plusieurs identités. Je peux avoir une identité en tant que maman. Je suis maman de plusieurs enfants. Je suis aussi professionnelle de l'accompagnement. Je suis aussi formatrice, c'est encore une autre identité. Et à chaque fois, je vais avoir un rôle et des choses différentes en fonction du rôle. Et qu'est-ce qui va construire mon identité? Eh bien, c'est mes expériences et aussi mon appartenance. Dans quelle famille j'ai vécu, ce que j'ai appris, comment j'ai été éduquée. Cette appartenance va aussi contribuer à construire mon identité et bien entendu aussi la façon dont j'ai interprété mon vécu, va construire mon identité. Et puis, on peut avoir, souvent quand on a une estime de soi un petit peu faible, on va voir le lien avec la confiance en soi et la PNL, l'estime de soi aussi. Parfois, c'est que j'ai reçu des messages où j'ai interprété des messages, je ne les ai pas forcément reçus, puis je les ai interprétés, qui font que finalement aujourd'hui j'ai un manque d'estime de moi. Et puis souvent, effectivement, quand on monte au niveau de l'appartenance, quand on monte en hauteur, on appartient à une communauté, au niveau spirituel, quelque chose de beaucoup plus grand, je vais monter aussi je vais améliorer l'estime de moi et ça va me donner aussi beaucoup de pouvoir. Alors ça, c'est pour vous expliquer les niveaux logiques. Maintenant, je vais prendre un exemple plus concret pour vous donner quelque chose. Je prends souvent l'exemple de l'entretien d'embauche. Je suis demandeur d'emploi. Vous comprenez le mot demandeur d'emploi, ça ne va pas du tout ça. Je suis acteur de recherche d'emploi, en situation de recherche d'emploi. On dit maintenant, d'ailleurs, il me semble, hein, dans les. Voilà. J'ai rendez-vous avec un recruteur. Qu'est-ce qui fait que j'influence donc du coup, le recruteur devient mon environnement. Vous êtes OK? Qu'est-ce qui fait que j'influence mon environnement? Eh bien, mon comportement. Mon comportement, c'est ce que je fais, est-ce que je parle français, est-ce que je sais communiquer, ma posture, tout ça va influencer ce que les arguments que je vais apporter, va influencer aussi mon environnement. Qu'est-ce qui va agir sur mon comportement? Eh bien, mes stratégies mentales, mes métaprogrammes vont agir sur mon comportement, mes filtres et aussi mes savoir-faire, mes capacités. Qu'est-ce qui va agir sur mes
sur mes stratégies, mes états internes, ça pourrait jouer aussi dans l'autre sens d'ailleurs. Est-ce que je suis dans un état interne qui va me permettre d'activer certaines stratégies dont vont découler certains comportements dont je vais influencer mon environnement. Et qu'est-ce qui fait que je vais être là-dedans? Eh bien, mes croyances. Mes croyances, ce que je crois de moi, ce que je crois de l'entretien, ce que je crois du recruteur, va directement influencer mon état interne. Vous êtes OK avec ça? Si je crois que c'est complètement que l'entretien d'embauche est un passage, une recherche de partenariat avec quelqu'un, je ne vais pas être dans dans le même état émotionnel que si je crois que je suis nulle et que si j'ai un peu de chance, peut-être pour m'écouter et que l'autre est là pour me tester, etc., etc. Donc du coup, voilà. Et c'est au même niveau que des valeurs, ce qui est important pour moi. Et bien, vous voyez que ça a une influence, et je cite souvent, et c'est important de comprendre à quel point nos croyances influencent notre environnement. Et pour faire des liens avec ceci, je parlerai de l'effet placebo, n'est-ce pas? Vous connaissez tous l'effet placebo, l'effet des médicaments. On sait par exemple qu'un médicament agit, si je crois que c'est un médicament actif, il y a déjà 33% de l'effet des médicaments qui va agir. Donc mes croyances agissent même sur ma physiologie. C'est important de s'en rendre compte. Je prends souvent l'exemple de Rosenthal. Donc cette étude, on l'a fait aux États-Unis, on a mis des enfants dans on a dit aux professeurs qu'à la rentrée, ils allaient avoir des élèves surdoués. On les a bien conditionnés, on a répété, 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 et on a mis une classe en place. Et dans cette classe, il y avait l'année scolaire s'est passée, d'accord? Et on a regardé les résultats des classes. Dans la classe où on était censé avoir des élèves surdoués, mais la moyenne était largement supérieure, c'était des résultats de surdoués. Et dans l'autre classe, non. Alors qu'en fait, il n'y avait aucune différence. Ce qui veut dire que la croyance des professeurs, leurs croyances ont influencé carrément, ils ont mis en place des comportements qui ont influencé leur environnement, qui étaient les élèves. Et moi, je dis, c'est important, nos croyances influencent beaucoup de choses sur nous et aussi sur notre environnement. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est de croire à nos enfants. Je dis toujours aux personnes que je forme, le plus beau cadeau qu'on peut faire aux gens que l'on accompagne, c'est de croire en eux et de croire à leurs ressources. Si j'ai pas ça, c'est compliqué, que ce soit en hypnose, en PNL ou dans d'autres stratégies. Et donc, pour vous faire tout ceci, pour vous faire bien vous expliquer les niveaux logiques. Et parfois, quand on a une problématique, et bien, le niveau logique, ça va aussi nous aider à savoir où est notre problématique. Où est-ce que ça coince chez moi quand j'ai une problématique? Est-ce que ça coince au niveau de mes comportements? Est-ce que c'est mes stratégies qui sont... J'essaie de comprendre. Si vous voulez, aujourd'hui, je vais recevoir une personne qui va m'expliquer une problématique, je vais écouter la personne, je vais questionner, c'est ça le métier de coach, hein, c'est ça le métier d'accompagnant, et je vais essayer de décoder qu'est-ce qui se passe au niveau de son environnement, qu'est-ce qu'elle met en place, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, quelles sont ses stratégies conscientes et inconscientes, d'accord? Qu'est-ce qu'elle ressent, quelles croyances elle a sur elle, sur la situation, sur la vie, quelles valeurs sont importantes pour elle, quel rôle elle se donne, quelle identité elle se donne, et éventuellement, je vais aller même au niveau de l'appartenance pour bien comprendre où se situe la problématique et pouvoir après mettre en place des outils de changement. Donc d'abord, on va étudier ce qui se passe dans la vie de la personne, on parle souvent de l'état présent, et ensuite on va voir ce que veut la personne à la place, l'état désiré. Donc on a des stratégies de questionnement puissantes, car le questionnement fait déjà avancer la personne dans sa réflexion. Et puis ensuite, en fonction de ce que je vais avoir repéré, je vais valider mes hypothèses et je vais avoir des outils pour agir à différents niveaux. Je dis ça quand je suis dans la posture de coach, mais quand je suis, tous ces outils qu'on apprend pour être coach, on les apprend aussi pour travailler sur soi. C'est-à-dire, je suis mon propre coach. Les personnes qui viennent en cursus PNL pour faire du développement personnel, elles passent toujours dans les 3 postures. C'est-à-dire, elles vivent les exercices, les techniques de changement pour elles parlent des techniques, elles appliquent les techniques de changement sur les autres et elles observent les techniques de changement. Ce qui veut dire que le cerveau a 3 postures. Et ces 3 postures sont utiles pour
pour intégrer. Donc quand on vient d'en faire un cursus PNL, eh bien, on travaille de toute façon sur soi, même si on veut devenir coach, ça me paraît indispensable, hein, c'est évident. Et si on veut faire du développement personnel, bien sûr, on travaille sur soi et ces outils, on peut les utiliser pour soi en autonomie. Alors, il y a certains outils qu'on peut utiliser facilement pour soi en autonomie, et il y en a d'autres, c'est dans le mieux d'être accompagné. Donc, quand on fait un cursus PNL pour du développement personnel, ce n'est pas de la thérapie. On vient dans du développement personnel. Donc, dans les outils de changement qu'on a, on va avoir des outils. Alors, on n'a pas d'outils pour faire changer les autres. Ça, on oublie. Par contre, on a des outils pour changer les comportements. C'est-à-dire qu'on va étudier nos comportements. On a par exemple ce qu'on appelle le générateur de comportement, qui est issu de l'hypnose. On a ce qu'on appelle le recadrage en 6 points. C'est-à-dire qu'on part du principe en PNL que quand j'ai un comportement, c'est qu'il y a une intention positive derrière. On le dit aussi en thérapie comportementale et cognitive, on le dit aussi en hypnose, tout comportement a une intention positive. Et l'idée, c'est que si je réponds à cette intention positive, je peux changer, je peux laisser tomber mon comportement. Je m'explique. Imaginez quelqu'un qui est agressif. L'agressivité, c'est un comportement. Si je comprends l'intention positive de l'agressivité, imaginez que l'agressivité serve à se sentir reconnu. Eh bien, si je trouve une autre manière de me sentir reconnu, je peux laisser tomber le comportement de l'agressivité. Vous me suivez? C'est clair aussi pour ceux qui suivent en ligne? Je vous laisserai mettre des petits commentaires. Le tabac, par exemple, si j'ai le comportement de fumer, je considère super, merci. Si j'ai le comportement de fumer, je considère que c'est un comportement de tabac. Eh bien, je vais aller chercher consciemment et inconsciemment à quoi ça répond. Quelle est l'intention positive derrière. Et si je sais, par exemple, je fume pour avoir de la prestance, pour me rassurer, parce que j'ai l'impression que ça me déstresse, quand on fait l'arrêt du tabac, on sait que c'est faux, eh bien, il suffit de trouver, enfin, il suffit, en trouvant des réponses à cette intention positive, je peux lâcher le comportement de fumer. Cette technique n'est pas suffisante à mon sens, on n'est pas tous d'accord là-dessus, pour un arrêt du tabac, mais elle est complémentaire à d'autres techniques qui arrivent là-dedans. Maintenant, elle peut être suffisante si la personne, elle est déjà, il y a des gens qui arrêtent de fumer sans elle. Dans ce cas, ce sera un outil complémentaire. Quand il y a vraiment une grosse addiction, une hypnose, il y a vraiment des techniques très intéressantes. J'ai énormément d'outils pour étudier, bien sûr, c'est le but de la PNL, mes fonctionnements mentaux. C'est-à-dire, j'ai des outils pour étudier mes stratégies, pour étudier mes métaprogrammes, comment je fonctionne. Et une fois que j'ai compris déjà intellectuellement comment je fonctionne, je peux modifier les choses. J'ai les outils pour travailler au niveau des états internes. Dans les outils, déjà, je vais comprendre, dès les bases PNL, je vais comprendre à quoi ça sert une émotion, pourquoi une émotion est là. Je vais comprendre qu'est-ce qui joue sur mon état interne. On va voir que l'environnement peut jouer sur mon état interne, mais mes pensées jouent sur mon état interne. On verra que la posture du corps joue sur mon état interne, joue même sur mon stress. On aura des outils de compréhension d'une émotion, à quoi sert la tristesse, à quoi sert la colère, à quoi sert la peur. Et on va du coup être acteur en utilisant ces émotions plutôt comme, je dirais, une information qui va être utile à faire quelque chose. Émotion, c'est aussi ex movere, c'est bouge pour faire quelque chose. Donc du coup, on va utiliser ces alertes émotionnelles pour faire quelque chose et pour répondre aux besoins qu'il y a derrière. Ça, on apprend à le faire dès les bases PNL. On va avoir des outils pour déjà connaître nos croyances, quelles sont nos croyances qui nous aident et quelles sont les croyances qui nous tirent vers le bas. Et on va avoir des outils pour changer. C'est-à-dire celles qui ne nous aident pas, eh bien, ce serait intéressant de modifier ces croyances. Et là, vous voyez, par exemple, je me souviens d'une personne, qui se sentait, l'exemple que je donne fréquemment, c'est un monsieur qui m'avait particulièrement marqué, qui avait une cinquantaine d'années et chef d'entreprise, et qui ne se sentait pas intelligent. D'accord ? Il ne se sentait pas intelligent, et en travaillant avec lui, en allant sur une technique de PNL justement plus pointue, on a une régression, qui est une technique très hypnotique, il y a une régression en âge,
Et ben, il s'est rendu compte que quand il avait 5 ans, sa maman lui donnait de l'huile de foie de morue en lui disant avec toi, mon garçon, avec ça, mon garçon, tu seras intelligent. Et l'enfant de 5 ans qu'il était en a conclu qu'il n'était pas intelligent. Il a grandi avec cette croyance. Okay, donc vous êtes d'accord que dans ce cas-là, la maman était pleine de bonnes intentions. Et les croyances qu'on attrape, entre parenthèses, ne sont pas forcément issues de personnes mal intentionnées, malveillantes ou quoi que ce soit. C'est simplement la conclusion que j'en ai tirée qui vont faire qu'aujourd'hui j'ai cette croyance. Donc, on va travailler donc, sur les croyances et on va avoir différents outils qui sont ou des outils de réflexion cognitive. Quand la croyance n'est pas très stable, ça peut aider à faire des recadrages et à changer la croyance. Ou quand la croyance est beaucoup plus puissante, on va avoir par exemple la marelle des croyances qui est une technique plus hypnotique, qui va faire changer plus les choses en profondeur. Ici, sur la mission, sur le rôle, sur l'identité, on va déjà réfléchir, bien sûr, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi mon rôle, qu'est-ce que je décide aussi de faire en fonction, c'est quoi mon identité de maman, quel rôle je vois, quel rôle je veux jouer en tant que maman, par exemple. Et puis, parfois, on a des problèmes d'identité. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai eu un vécu dans mon enfance où j'ai vécu des traumatismes, j'ai un sentiment d'appartenance et j'ai une mauvaise estime de moi, ou j'ai une expérience de vie qui fait que, je parlais tout à l'heure d'une personne qui, dans mon accompagnement, qui avait mis en place des stratégies pour éviter de mourir, d'accord? Inconsciemment, bien entendu, hein, parce qu'elle avait peur de ça. Ça s'est construit sur des expériences passées importantes. Donc on a des outils très spécifiques et très pointus qui vont faire travailler sur l'identité aussi, et puis même sur l'appartenance. Donc finalement, en fonction de ce qu'on va observer, on va avoir énormément de protocoles qui sont issus des grands thérapeutes, issus des stratégies aussi des grands communicateurs, etc. Que ce soit dans le milieu du coaching, en développement personnel, dans les milieux d'accompagnement, on va avoir des outils puissants. Et on aura aussi des outils puissants d'accompagnement quand on est par exemple manager, puisqu'on va apprendre à questionner, on va apprendre à comprendre aussi comment fonctionnent les gens. Et du coup, effectivement, c'est ce qui fait la richesse, c'est ce que j'adore dans ce métier, c'est que les gens qui viennent en formation aussi, ils viennent parce qu'ils en ont envie, donc c'est tout bonheur, et deux, ils viennent parce qu'ils viennent de mondes complètement différents. Donc ça, c'est vraiment intéressant de partager, de vivre tout ça. Est-ce que c'est OK? Est-ce que tout va bien pour les gens qui sont en ligne? Un petit oui quelque part ou un petit non, pourquoi pas, hein? Ok, super, merci à vous. Donc, voilà un petit peu pour les niveaux logiques. Est-ce qu'on va faire une pause? Est-ce que vous avez des questions sur les niveaux logiques? Je vais commencer par la salle. Non, tout va bien. Je pensais peut-être que avoir des. Moi, je pensais plutôt que les croyances mettaient en place des identités aussi. C'est ça, on découvre les croyances. Alors, on me dit, je pensais que les croyances mettaient en place des identités. Ça peut marcher dans l'autre sens, parfois, mais c'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Pourquoi? Parce que Einstein disait, on ne résout pas un problème au niveau où il a été créé, souvent, il se constitue en amont. D'accord? Donc c'est souvent, effectivement, on se situe là, maintenant, il y a des va-et-vient, on est d'accord, hein? On est d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, pour l'instant, non. Ok, très bien, alors je vais continuer. Donc, vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec la PNL et c'est vraiment passionnant puisque on apprend tous les jours et il y a vraiment des liens avec beaucoup d'autres techniques qui sont complètement complémentaires. Alors, ce que j'avais prévu aussi de vous dire, c'est que on va effectivement observer les gens qui réussissent, mais on va aussi s'auto-observer dans ces programmes pour comprendre nos stratégies d'excellence, nos stratégies d'échec, que l'on vienne en développement personnel ou que l'on vienne pour une reconversion professionnelle. On doit toujours passer par le mode je travaille sur moi avant. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et je vais avoir pas mal de modèles de personnes qui ont réussi, des businessmen, etc. Donc la PNL n'est pas que dans du développement personnel, c'est aussi des stratégies qu'on peut appliquer en entreprise, parce qu'on a observé aussi, d'ailleurs on peut modéliser
ce qu'on va modéliser, c'est-à-dire observer ces différentes choses au niveau d'un individu, d'une personne qui veut un changement, on peut tout à fait l'observer dans une structure, dans une entreprise. On peut repérer en fonction de l'environnement, en fonction de ce qu'on observe, et bien tout ce qui se passe dans une structure ou dans un système. Donc c'est vraiment intéressant, ça va être autant utile pour la thérapie que du coaching professionnel avec d'autres outils complémentaires. Et quand je regarde justement ces niveaux logiques, je vais regarder, eh bien, je ne réussis pas à avoir les objectifs que je veux dans ma vie, où est-ce que ça coince? Où est-ce qu'à l'intérieur de ces niveaux logiques, il y a un manque de cohérence? Et ensuite, je vais pouvoir voilà, trouver les outils qui vont au bon niveau pour pouvoir passer tout ça. Voilà. Et on s'intéresse vraiment en PNL au vécu subjectif. C'est quoi le vécu subjectif? C'est la façon dont j'interprète les choses, la façon dont je ressens les choses. Okay, et là, ça va me permettre de faire rebondir sur le modèle du monde. Et quand on va d'ailleurs questionner, en tant que féministe, je vais essayer de faire la part des choses entre le factuel et la façon dont la personne se représente la réalité. Tout est vrai pour la personne, mais on va se raconter des histoires, on va percevoir les choses en fonction de notre passé. Et si je donne des exemples en fonction de notre passé, eh bien, je reviendrai là tout à l'heure, je vais repartir sur un schéma que je présente souvent, le schéma de la notion, du modèle du monde. Donc, je vais passer assez rapidement sur celui-ci parce que j'en parle assez souvent si vous avez vu d'autres vidéos pour ceux qui viennent. Ce schéma, j'en parle toujours parce qu'il est vraiment, pour moi, essentiel pour comprendre comment on fonctionne. Si je compare mon cerveau à un ordinateur, sur l'ordinateur, vous tapez des données avec le clavier, et là, je reçois avec mes 5 sens des éléments visuels, auditifs, kinesthésiques, c'est le senti, le toucher, le ressenti, olfactif et gustatif. Je reçois des éléments au niveau conscient et inconscient, sachant que je capte beaucoup plus d'éléments au niveau inconscient. D'accord? Parfois, je vais par exemple voir une personne, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'aller vers elle, et bien inconsciemment, si ça se trouve, elle me rappelle, dans la forme du visage visuel, une personne qui m'a fait du mal à un moment dans ma vie. Et j'en ai pas du tout, c'est pas du tout dans mon champ de conscience. Donc on travaille vraiment au niveau conscient et inconscient. Et donc, une fois que j'ai capté des éléments, mon cerveau va faire des omissions, des distorsions, des généralisations. Heureusement, les omissions, ça permet, par exemple, je suis dans une salle, il y a du bruit autour, et là je suis capable de parler à une personne, je sélectionne finalement les informations qui sont là, dont j'ai besoin. Ça va aussi plus loin. C'est de toute façon, je ne peux pas capter toutes les informations, donc je vais sélectionner aussi ce qui me paraît juste par rapport à ce que je crois de moi. Voilà. Imaginez si je crois que je suis nulle, je vais repérer tous les moments où je ne suis pas au top en venant confirmer ma croyance que je suis nulle. Okay, donc vous voyez que dans ce cas, c'est ici qu'il faut agir. Je donne souvent aussi un exemple d'omission, c'est quand on est enceinte, en général, on voit des femmes enceintes partout. Quand on change de voiture, on voit ces nouvelles voitures partout. Pourquoi on ne les voyait pas avant, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, simplement parce que le cerveau, il n'y avait pas d'intérêt. Comprenez du coup au niveau des apprentissages, quand on ne voit pas le sens de ce qu'on apprend, on a beaucoup plus de mal à l'intégrer. On va faire beaucoup de distorsions aussi. Les distorsions, c'est le sens que je donne aux choses. Eh bien, la distorsion qu'a faite cet enfant de 5 ans, c'est ma mère me donne de l'huile du foie de morue parce que je ne suis pas intelligent. D'accord? C'était une distorsion, on est d'accord. La maman donnait pour qu'il ait plein de bonnes choses au niveau de son cerveau et pour qu'il apprenne encore mieux. Donc cette distorsion qu'il a fait à un moment de sa vie, eh ben, agit sur a créé cette croyance qui a généré cet état interne dans certaines situations de vie avec un comportement limitatif pour le coup, limitant. Donc vous voyez un petit peu comment on se construit. Donc on va faire des distorsions, mais les distorsions c'est aussi dans la vie de tous les jours. Cette personne arrive en retard, elle me prend pour un imbécile. Peut-être, ou alors elle a raté son bus. D'accord?
D'accord? Donc, ok? Et on va faire des généralisations. Et heureusement qu'on fait des généralisations, parce qu'on généralise nos apprentissages. Heureusement, la généralisation nous permet de ne pas avoir à tout réapprendre constamment. Donc, je fais aussi des généralisations. Mais alors, qu'est-ce qui fait que je vais faire ça, ça ou ça? Et bien, en fait, quand je reçois une information, mon cerveau va faire un peu retour vers le futur, il va aller visiter mes expériences passées, mes croyances, mes valeurs, et il va dire, bah, ça, j'en ai pas besoin, ça veut dire ça, excusez-moi, je vais fermer la porte, et ça veut toujours dire ça. Voilà, me revoilà. Donc, en fait, finalement, la façon dont j'interprète les choses dépend de mon passé. Et c'est pour ça que parfois, c'est intéressant d'aller travailler sur le passé, si c'est là que ça coince, mais pas toujours. Et donc, la façon dont j'interprète les choses va influencer mon état interne. D'accord? Si je perds mon job, il y a un licenciement par exemple, en ce moment, malheureusement, on va avoir, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, on va avoir des personnes qui vont changer d'emploi, vont perdre leur emploi. Si la personne se dit, bah, c'est une occasion pour moi de rebondir, de faire une formation et de faire autre chose, son état interne va être différent que celui qui va se dire, je suis foutu, c'est fini pour moi, etc. Donc, effectivement, et tout ça, ça va être lié aussi à nos expériences passées. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Il y a un travail à faire sur soi pour changer les choses. Et donc, celui qui se dit, eh bien, c'est fini, on ne prendra jamais, va être dans un état interne négatif. Je peux garantir que le jour où il va avoir un entretien d'embauche, il ne va pas être au top de ses comportements. On va sentir ce truc et il ne sera pas forcément embauché. Donc, c'est un cercle vicieux quelque part. Celui qui va se dire, bah, c'est peut-être une opportunité pour rebondir, eh bien, ça va être un petit peu différent. Je prends souvent des expériences de ce type, et du coup, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que mon état interne ici n'est pas lié à la situation que je vis, d'accord? Il est plus lié d'ailleurs à mon interprétation, aux histoires que je me raconte sur la situation. Et les histoires que je vous raconte sur la situation sont liées souvent à mes expériences, mes croyances et mes valeurs. Et ça, par contre, on peut vraiment apprendre à changer ça. On peut apprendre à avoir d'autres interprétations. C'est ce que permet aussi le travail de PNL. L'idée, c'est d'avoir des perceptions qui nous tirent vers le haut et pas vers le bas. Ça va? Vous êtes OK avec ça? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Pour ceux qui sont en ligne? Parfait, merci. Donc, et donc, toujours pareil, on va pouvoir en PNL travailler sur les expériences présentes du passé. On va pouvoir, et dans les expériences passées, j'ai parfois des choses qui ont été plutôt pour laisser des traces émotionnelles négatives et qui vont provoquer des croyances limitantes. Mais j'ai aussi des choses qui sont des ressources, et notamment dans la technique de l'ancrage qu'on apprend dès les bases PNL, je vais aller chercher des états internes positifs que j'ai eu à un moment de ma vie pour les ramener aujourd'hui quand j'en ai besoin. Ça, c'est quand même super intéressant. J'ai travaillé cette semaine avec des infirmières qui travaillent à l'hôpital, Nancy, pour travailler, pour leur apprendre l'hypnose en soins hospitaliers. Et donc, on est venu aussi sur la technique de l'ancrage, puisque apprendre à un patient à se relaxer au moment d'un soin, ça peut être intéressant. Et donc, on a appris cette technique qu'ils vont transmettre, qu'elles vont transmettre elles-mêmes, et pour elles aussi, pour être dans un état interne positif. On a donc, comme je l'ai dit, des techniques pour aller sur des croyances, et on n'a pas que des croyances limitantes, on a aussi des croyances aidantes, et c'est important de les repérer et de s'appuyer dessus, de les confirmer. Et puis, bien sûr, un gros travail sur les valeurs, parce que les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Et quand on vit des choses en lien avec ces valeurs, on est simplement heureux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette notion de ce modèle du monde? Ici. Bon, ça va? Alors, si vous avez des questions, vous pouvez y aller en ligne, je regarderai. Alors, là, ça, c'est la notion du modèle du monde, et on va partir du principe que chacun ici a son propre modèle du monde. C'est-à-dire que c'est la réalité subjective. D'accord? Là,
C'est-à-dire qu'un mot, ça veut dire aussi du coup qu'un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. D'accord? Ça veut dire aussi que chacun a son monde interne. C'est ce qu'on appelle la structure profonde, la façon de vivre une expérience. On est à l'intérieur de nous, voilà. Et quand je vais m'exprimer, je ne vais pas exprimer tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais exprimer qu'une partie qu'on va retrouver dans le langage, dans les omissions, les distorsions, les généralisations, ce qu'on appelle la structure de surface. Donc en termes de communication, on va repérer ce que dit une personne, les omissions, les distorsions, les généralisations, on va questionner et ça nous permettra d'avoir accès au niveau supérieur puisqu'on est dans un système. Ça va, vous suivez tout ça? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le métamodèle, le langage précis qu'on va voir au niveau du technicien. Voilà, voilà. Et ça veut dire aussi que ça rend tolérant. Parce que, à mon sens, tout le monde, quelque part, a raison de manière subjective dans son modèle du monde. Et l'idée de la communication, ce sera de comprendre le modèle du monde de l'autre, sa vision. Comment la personne fait pour penser ça, pour être avec ça. Et je peux comprendre et ne pas être d'accord. D'accord? Mais par contre, je peux comprendre tout le monde. Et vraiment, cette posture, rien que de dire, je cherche en termes de communication comment la personne construit son modèle du monde, je cherche à comprendre quelle est l'intention positive derrière ce qu'elle fait, ça me permet à moi de prendre du recul, de ne pas prendre les choses pour moi. On est assez proche des accords Toltec. Hein. Vous connaissez les accords Toltec, hein. Ne pas en faire une affaire personnelle, n'est-ce pas? Ne pas supposer. Donc là, on travaille sur les faits concrets. En PNL, on travaille sur du factuel et on essaie d'enlever les interprétations. Donc, ne pas en faire une affaire personnelle. Travailler sur les faits. Pardon? Faire du mieux qu'on peut. Faire du mieux que l'on peut. Donc, le petit pas par petit pas, et ça, on verra aussi en PNL. Donc, on va faire finalement les mêmes choses avec des outils qui sont exactement en accord avec les accords Toltec, quelque part. On va faire une affaire personnelle, faire de son mieux, pas de présupposition, et être gentil avec soi-même. Soi, oui, être en accord avec soi-même. D'accord? Donc, on retrouve absolument les mêmes choses. Et je vais faire un lien, du coup, parce que c'est souvent les questions qu'on me pose. On arrive souvent avec des problèmes de confiance en soi. Et la confiance en soi, et ben, ça se construit. Alors, j'ai une question. Je vais me regarder. Avoir une parole impeccable. Merci, voilà, ça, merci Jean-Pierre. Donc l'intérieur, c'est avoir une parole impeccable pour moi, vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres. Donc effectivement, on est complètement là-dedans. Et donc, si je fais un lien entre PNL et confiance en soi, puisque c'est quand même, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve souvent, le manque de confiance en soi, ou pas d'ailleurs, on peut considérer que la confiance en soi a 3 grands piliers. La première, c'est les compétences. Alors, les compétences, c'est ce qu'il y a de plus facile. Les compétences, c'est je sais faire quelque chose. Alors, là, c'est facile. Il suffit d'apprendre, de reproduire, de s'entraîner, et avec une certaine stratégie, c'est-à-dire la stratégie des petits pas. J'apprends morceau par morceau. Je sais comment est-ce qu'on construit un objectif. C'est ce qu'on voit aussi au niveau des bases PNL. Je sais me poser les bonnes questions. Je sais construire des étapes. Je vais répéter. Je vais finir par être compétent. Je veux dire, je ne fais pas de musique, mais si j'apprends à faire des gammes, au bout d'un moment, alors je mettrai peut-être plus de temps que d'autres si je suis moins douée, mais il y a des choses qu'on peut acquérir. La compétence, c'est finalement ce qui est le plus facile à acquérir. Ça demande des efforts, ça demande de la persévérance parfois. Il y en a pour qui ce sera plus facile que d'autres, mais la compétence dans certains domaines, ça peut s'acquérir. Après, il y a un deuxième pilier qui est l'estime de soi. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je regarde tout ce que je vois, et moi, c'est Karim. Ok, merci. Donc, il ne faut pas utiliser le nom des autres si vous êtes... Sinon, je vous réponds à un autre nom. L'estime de soi, donc, il y a un lien entre l'estime de soi qui s'est construit, bien entendu, en fonction de mon éducation, en fonction de mes expériences de vie, et surtout en fonction des conclusions que j'ai tirées de ce que j'ai vécu, d'accord? Eh bien, il y a un lien directement entre l'estime de soi et les valeurs et les comportements. Et j'aime bien la façon de voir
mon ami et collaborateur Olivier Perrault, mon père formation hypnose, il donne souvent un exemple de l'estime de soi, en parlant d'un exemple d'une cliente, une amie, je ne sais plus, qui disait simplement qu'il n'avait pas confiance en moi. Et il lui dit, mais toi, jolie comme tu es, avec le physique que tu as, comment tu peux dire que tu n'as pas confiance en toi? Elle lui dit, mais moi, ma beauté, j'ai rien fait pour l'acquérir. Toi, tu as bac+5. Ce qui veut dire que finalement, la confiance, l'estime de soi, c'est quand je fais des choses en lien avec ce qui est important pour moi. D'accord? Pour elle, ce qui était important, c'était la connaissance, le bac+5. Et c'est ça qui donne de la valeur. Ok? Donc, connaître ses valeurs, repérer ses valeurs et mettre en place des comportements en adéquation avec ses valeurs, ça va renforcer l'estime de moi. Après, parfois, s'il y a des blessures ou des choses, on va pouvoir effectivement aller travailler dessus avec d'autres outils. Mais l'estime de soi, eh bien, c'est les qualités. Est-ce que les qualités que j'ai sont des valeurs pour moi ou pas? Et est-ce que je mets en place des comportements en lien avec mes qualités, ce que je vis en lien avec mes valeurs? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parfois, il y a des distorsions, des omissions, des généralisations. On est d'accord, on ne se voit pas forcément comme on est. Et donc, le travail sur nos valeurs va être hyper important sur l'estime de soi. On fait un travail sur les valeurs au niveau des bases PNL, on en fait un au niveau du technicien, on en fait un au niveau du praticien. À chaque fois, on va aller plus loin et on va faire un travail en cohérence avec les valeurs. Et puis, eh bien, peut-être ce qui est le plus dur à travailler, parfois, c'est la troisième pilier qui est l'amour de soi. Et l'amour de soi, eh bien, ça dépend de nos vécus, de nos interprétations, parfois même de l'appartenance, parfois même de la vie de nos parents, parce qu'on porte parfois des choses qui ne nous appartiennent pas. Et là, ça demande parfois ce qui est un petit peu plus difficile, c'est être OK pour savoir se regarder et regarder ce qu'il y a de bien chez moi. Voilà. En acceptant de ne pas être parfait, en étant OK pour être comme je suis, sans me flageller. Et ça, c'est aussi un travail, et parfois un travail un peu plus long que le reste. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous raconte sur la PNL? Ah, qu'est-ce qui se passe? Clipper, magique, j'en fais des bêtises, quoi. C'est bon, c'est revenu. C'est mon nom de famille. Pardon, ça suffit, Jean-Pierre. Donc voilà, un lien entre l'estime de soi et l'amour de soi, je trouve ça paraissait important puisqu'on en parle souvent. Pour revenir, et puis je terminerai là-dessus pour répondre à vos questions, si vous en avez, sur cette notion. Que la PNL, finalement, c'est de la psychologie appliquée, okay, et que ma perception, ma vision du monde va agir sur mes états internes. Vous êtes OK avec ça? Ma façon dont j'interprète les choses, mon vécu, mon expérience va agir sur mon état interne. Et parfois, je suis dans un état interne plutôt positif, et parfois je suis dans un état interne plutôt négatif. J'ai eu la flemme de changer de couleur, tant pis, ce sera en rouge. Et quand je suis dans un état interne positif, eh bien, ça me donne plus d'esprit d'ouverture, plus de possibilités, plus de choix. Et quand je suis dans des états internes négatifs, même s'ils sont utiles pour répondre à mes besoins et me faire rebondir, je suis souvent en termes de communication dans des postures de fuite ou d'attaque. Donc l'idée, c'est que plus je vais être dans un état, c'est d'apprendre à revenir dans une zone de confort, voilà. Sachant que ce sera toujours comme ça dans la vie, on est à un terme positif, négatif, on ne peut pas jamais être comme ça. On peut pas jamais, c'est bien français ça. On ne peut jamais être tout plat, et heureusement, c'est ce qui fait la richesse de la vie. Et donc, on va apprendre à rebondir sur nos états internes négatifs, en faire quelque chose, et utiliser ces états internes positifs pour avancer. Et ça va bien entendu avoir un impact sur notre communication. Et dans la communication, on va voir qu'il y a le fond et la forme. Et ce qui impacte le plus une relation, c'est pas forcément le fond, c'est la forme. Vous entendrez dire, c'est pas ce que tu m'as dit qui m'a blessé, c'est la façon dont tu l'as dit. Et la façon dont je dis va dépendre bien sûr de mon état interne. Vous voyez un petit peu comme tout ça s'enchaîne? C'est tout ça, on fait. Alors, bien sûr, quand on va se former, on va faire des blocs d'apprentissage, mais tout ça, c'est complètement lié.
Et dans tout ce que vous allez apprendre en PNL, eh bien, sachez que la PNL est issue de la modélisation des savoir-faire d'excellence et vous ne nous avez pas attendu pour être bon dans certains domaines, chacun des talents. Il y a des domaines sur lesquels on est inconsciemment incompétent. Ça, c'est le niveau d'apprentissage. Au départ, je suis inconsciemment incompétent dans certains domaines, pas dans tout, heureusement. Je ne sais pas que je ne sais pas. Donc, en fait, je suis parfois dans une problématique, mais je ne sais pas qu'on peut faire différemment. Ou alors, je donne un exemple, j'ai travaillé en entreprise, dans une entreprise familiale, j'ai toujours vu mon père parler d'une certaine manière à mes employés, je continue pareil, et je ne sais pas qu'on peut faire autrement, et parfois ça marche pas du tout. Je rencontre une autre personne et je me rends compte, je vais moi par exemple, j'ai la chance de faire des études, et je me rends compte que il y a d'autres façons de faire, qu'il y a du management participatif, que la vie évolue et qu'on peut faire autrement. Et du coup, je deviens consciemment incompétent. Et là, je me rends compte que je ne sais pas faire en fait. Mais c'est yes, c'est bravo. La seule façon de progresser, c'est de se rendre compte à un moment qu'on a des manques et qu'on doit acquérir quelque chose. Donc je vais devenir consciemment compétent, c'est-à-dire je vais appliquer des stratégies de management qui vont me permettre d'être plus compétent, mais ça ne va pas être encore automatique. Et à force de répétition, je vais devenir inconsciemment compétent. C'est-à-dire que ce que j'ai appris, je vais l'appliquer constamment. Et bien en PNL, quand vous allez faire, que vous fassiez du PNL, du développement personnel ou autre, il y a des choses sur lesquelles vous êtes incompétent, vous allez monter. Il y a des choses sur lesquelles vous allez dire, si vous venez, c'est que vous dites je suis consciemment incompétent dans certains domaines, ça veut dire que c'est pas parfait. Il y a des choses où vous direz, ben, ce que j'apprends en PNL, en fait, je le fais déjà, je suis consciemment compétent, mais je ne le fais pas tout le temps, et quand je le fais, ça marche. Et puis il y a des choses où vous allez dire, bon, ben, ça c'est acquis, je le fais déjà. Et super, parce que vous ne vous avez pas attendu pour être qui vous êtes et ce que vous êtes et pour faire les choses très bien, heureusement. Donc finalement, vous voyez qu'on va aller dans tous ces domaines. Et pour répondre à la question comment se passent les programmes de PNL, eh bien, on a un premier niveau qui s'appelle les bases de la PNL, qui se fait sur 3 jours en présentiel. Il nous reste encore de la place pour le mois de juillet, là c'est bientôt en juillet, il faut regarder sur le site parce que j'ai plus en tête. Et on a aussi un module en distanciel, c'est-à-dire en ligne, qui commence, je crois, cette semaine aussi, la semaine prochaine. Et là, on va apprendre des outils de communication, des outils de gestion des émotions, des outils de stratégie d'excellence. Et quand c'est en ligne, on a en plus, bien sûr, il y a beaucoup de pratiques hein, dans nos stages, il y a beaucoup de pratiques. Hein. Et quand c'est en ligne, on a aussi de la pratique par visioconférence, c'est de la pratique supervisée, par mini-groupe. Ensuite, on a le niveau technicien, qui va durer 7 jours. Donc la 3, la 7, où on va avoir des outils complémentaires dans chaque niveau, avec notamment des outils de questionnement comme le métamodèle. On va travailler sur des valeurs encore plus en profondeur. On va avoir des outils pour travailler sur les émotions négatives, voire les traces émotionnelles négatives qu'on garde. On va avoir des outils de changement. Et puis ensuite, on passe au niveau praticien, qui dure 10 jours, qui correspond là au bloc de compétences numéro 1 du cursus coach professionnel. Donc cette formation est accessible, ce bloc de compétences est accessible avec les CPF si on se dirige vers un métier de coach. Donc on peut utiliser dans ce cadre-là, mais pour faire dans le cadre d'un métier de coach, voilà, on va travailler vraiment sur l'identité et sur des outils de changement. On va avoir énormément d'outils de changement. Et ensuite, on a le niveau maître praticien qui dure 20 jours, plus 10 jours de ressources où vous allez vraiment avoir, on va juste, ici c'est un maître praticien spécialisé en modélisation, c'est-à-dire être capable de modéliser, d'accompagner, de mieux se connaître, de s'auto-modéliser, de voir les blocages, etc. et d'avancer. Et ça, c'est un circuit qui dure 20 jours, 30 jours avec la personne ressource, et vous avez donc des stages qui durent toute l'année. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions d'abord dans la salle? Non? Ok, super. Est-ce que vous avez des questions, vous qui êtes en ligne? C'est le moment.
Est-ce que vous pouvez revenir sur le C? Le C. Alors, quel C? Là, c'est incomplètement incompétent. Ah, le C, c'est la communication. Ah ouais. Ça doit être ça, est-ce que c'est bien ce C-là dont vous parlez? Le C, c'est la communication. Oui, ok. La communication, donc, ce que je disais tout à l'heure, donc on va apprendre, on va avoir beaucoup d'outils de communication. Et la communication, ça consiste à comprendre le modèle du monde de l'autre. Et dans la communication, vous avez le fond et la forme. Le fond, c'est les mots que je vais utiliser. Et la forme, c'est comment je vais dire les choses. Donc le ton de la voix, le geste, la posture, qui sont souvent d'ailleurs inconscients, d'accord? Eh bien, on sait que la forme, la façon de dire les choses est plus importante que les mots que j'utilise. Et donc, je faisais le lien en disant que, bien sûr, mon état interne va influencer la façon dont je dis les choses. Donc, d'ailleurs, quand je donne des formations en communication, y compris dans les entreprises, eh bien, je donne toujours aussi de la gestion des émotions, parce que faire de la communication non violente, si vous ne savez pas gérer ces émotions, ça soit quand même violent. Parce que le fond est plus important que la forme. Voilà, merci, de rien. Voilà, voilà. Avez-vous des questions par rapport à ce que je vous ai apporté, par rapport à la suite au stage ou d'autres choses? Je vous laisse le temps de répondre. Oui, alors cette formation, vous la conseillez en combien de temps? Parce que je sais qu'on peut faire ça en cours d'été. Oui, en accéléré. En accéléré. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas intense et condensé? Alors, les formations sont intenses. Donc, on me demande cette formation, je la conseille en combien de temps? Je pense que chacun a son rythme. Oui. On peut tout à fait dire, je fais un base, un technicien, puis je fais le reste l'année prochaine, puis le reste l'année d'après. Si on est dans ce processus-là, que ça vous convient, pourquoi pas, puisque c'est pas toujours facile d'avoir des jours de congé, etc. Et on peut aussi dire, je fais tout d'un coup. De toute façon, vous pouvez réviser. Ça dépend de quel est votre projet, ça dépend du temps que vous avez, ça dépend de l'énergie que vous avez. Donc en fait, en tout cas, nous, c'est régulier, ça tourne régulièrement les formations. Et donc, vous pouvez faire à votre rythme. Moi, on a justement des métaprogrammes différents. Moi, je suis plutôt en tout ou rien. C'est-à-dire que ma façon de fonctionner, ma façon d'apprendre, c'est de l'intensif. Quand je fais du yoga, j'en fais une semaine. Quand je fais voilà, c'est mon style à moi. Il y a des gens qui ont besoin d'intégrer. De toute façon, l'idée, c'est que ça passe. Pour moi, la PNL, ce n'est pas que dans les papiers, c'est dans l'expérimentation. Pour pouvoir expérimenter, j'ai toujours je mets après le base et après le technicien, par exemple, ce qu'on appelle un programme d'application pédagogique. C'est-à-dire que vous recevez régulièrement sur une plateforme des choses sur lesquelles focaliser votre attention pour vous demander de pratiquer. Pour moi, l'idée, c'est que ça passe dans votre quotidien. Vous comprenez? Et étant formatrice professionnelle, je m'aperçois bien entendu qu'entre ce qu'on apprend et ce qu'on retient, et ce qu'on applique, il y a quand même une perte importante. Parce qu'on repart, on a la tête dans le guidon. Et donc j'ai mis en place, et ça n'existe qu'ici, un programme d'application pédagogique, moi pour le base et les techniciens, je suis en train de le faire pour les praticiens, pour que ce que vous apprenez, ça continue quasiment pendant 2 mois et que vous puissiez le mettre dans votre vie au quotidien. Ça, je suis très fière de moi, parce que c'est pas mal. Je regarde, session cet automne, oui. Session toute l'année, en fait. On a des sessions toute l'année. Alors, merci pour cette formation. Je suis coach et j'aurais aimé discuter avec vous. Eh bien, quand vous voulez, je serai à votre disposition. Pas ce soir, parce qu'après je dois rentrer, mais vous pouvez me mettre un mail. Je vais mettre mon mail ici. Alors, mon mail, on peut éventuellement s'appeler t-lafore, L-A-F-O-R-E, @orange.fr. T minuscule, tiré du 6, Lafore, L-A-F-O-R-E, @orange.fr. Et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Si vous voulez contacter mes collaboratrices qui connaissent, qui gèrent en fait les inscriptions, qui peuvent tout à fait vous renseigner sur beaucoup de choses, allez sur le site Mieux Vivre PNL et contactez-les directement, c'est encore plus simple. Le site, c'est mieux-vivre-pnl.fr. mieux-vivre-pnl.fr.
et vous aurez tout ce qu'il faut, les dates, les calendriers. Et mes collaboratrices sont adorables et efficaces et elles vous répondront rapidement. Voilà. Alors, je regarde s'il y a encore des questions. Je m'installe en France depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années au Brésil. Bah, super. Bienvenue en France alors. Et j'arrive du Mexique. Donc, et vous arrivez du Mexique. Donc, bah, c'est génial. Le monde tourne, le monde bouge. C'est des pays intéressants pour ce genre de choses. C'est vrai? Ils habitent plus peut-être que nous dans le monde occidental, mais c'est un point de vue que j'ai. Je sais pas si d'accord. Alors effectivement, je connais plusieurs personnes qui viennent du Mexique et qui ont fait un cursus de coach là-bas et qui me disent qu'effectivement, il y a vraiment pas mal de choses aussi qui se passent là-bas. Oui, dans les écoles aussi. Dans les écoles aussi. Ah, plus que chez nous, voilà. Plus que chez nous, on est un petit peu en retard. Hein. Moi, je donne des cours quand même dans les IUT, etc., sur les programmes, ce qu'on appelle les projets personnels et professionnels. Hein. Oui, et du coup, on commence à parler de PNL, et des compétences transversales, etc. Et c'est bien parce que ça arrive. Ma petite fille qui est à l'école en Suisse, qui a 5 ans, dans sa maternelle, on lui parle des accords Toltec avec nos enfants. C'est génial. Donc on est proche de la PNL de toute façon, sur la posture, sur la façon de recevoir. Voilà, donc ça c'est génial. Les choses avancent. J'aurais souhaité un réseau dans le coaching pour échange, certification en ligne. Alors, pour ce qui est de ce que vous souhaitez au niveau du coaching, je vous invite à m'envoyer un mail. Pour ce qui est certification en ligne non. Ce que vous pouvez faire en ligne chez nous, c'est le base et le technicien. Et ensuite, il faut venir en présentiel parce qu'on a quand même beaucoup d'outils qui se pratiquent. Et donc aujourd'hui, non, on ne fait pas en ligne le praticien chez nous en tout cas. Par contre, on fait un cursus pour les gens qui sont hypnothérapeutes, qui savent déjà accompagner des personnes. On a un cursus en ligne supervisé parce que c'est des outils très spécifiques qui sont utiles pour les praticiens et hypnothérapeutes. Voilà. Pour devenir hypnothérapeute, parce que j'ai vu que vous aviez aussi une formation maître en PNL, praticien en PNL. Maître praticien en PNL. Mais alors, est-ce que... Alors, comment se passent les formations d'hypnose ici? Oui, c'est ça. Donc, comment se passent les formations hypnose ici? On a 2 cursus hypnose. On a un cursus qui est réservé aux professionnels de santé. Donc là, c'est un cursus qui se passe sur 13 jours, où on apprend en cycle 1 à faire de l'hypnose, à mettre quelqu'un en état modifié de conscience, à faire une phase de... On apprend vraiment les bases et on sait faire parce qu'on a beaucoup de pratique. Et ensuite, on a des modules à thème sur 2 jours, où c'est par exemple hypnose et douleur, hypnose et troubles du comportement alimentaire, hypnose et sommeil, donc des thèmes particuliers que les gens choisissent, qui est certifié par l'AFNH, l'Association française de la nouvelle hypnose, et c'est réservé aux professionnels de santé. D'accord. Ensuite, on a un autre cursus donc, où on donne accès à l'hypnose pour les personnes qui veulent faire de l'accompagnement. Donc après un maître praticien en PNL, on a aussi un cursus d'hypnose qui est un petit peu plus court parce que vous avez déjà beaucoup d'outils d'hypnose dans la PNL. D'accord, dans cette formation-là, il y a beaucoup d'outils qui sont déjà... Pour aller à l'inconscient, il faut bien aller... oui, puisqu'on travaille aussi avec l'inconscient. C'est ce que je trouve, c'est la richesse de la PNL, c'est qu'on travaille avec en même temps cerveau gauche, analyse, etc. Et en même temps avec le cerveau droit, l'inconscient. Et le cumul des deux, pour moi, c'est tout bonheur. D'accord. Voilà. Alors, je regarde à nouveau la formation en ligne pour les hypnos dure combien de temps? La formation en ligne pour les hypnos, je n'ai plus en tête le nombre d'heures, je ne voudrais pas dire de bêtises, il y a vraiment une partie où vous avez des vidéos, vous avez des démonstrations, vous avez des apports théoriques et tout un cursus d'échange avec des webinaires en ligne qui dure jusqu'à 2 ans, mais après vous faites au rythme que vous voulez. Et en nombre d'heures, je crois qu'on est sur 70 heures, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, je n'ai plus en tête. De la même manière, posez une question sur le site et puis mes collaboratrices vous répondront. Voilà. D'autres questions? Pas pour l'instant? Eh bien, super. Alors, je regarde. Voilà. De rien. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'avoir passé cette soirée avec vous. Et puis, peut-être on se retrouve sur d'autres soirées. Je vous encourage, quoi que vous
si ça vous intéresse de lire des choses, il y a beaucoup de choses qu'on trouve aussi maintenant sur les réseaux sociaux, sur Internet, de lire. Il y a des conférences que je donne régulièrement qui sont abordées de façon différente. Donc, et j'ai surtout une chaîne YouTube qui est bien remplie, vous l'avez vu, ok, avec des outils, plein d'outils de PNL qui sont expliqués, que vous pouvez regarder ou partager. Donc, je vous invite vraiment à utiliser toutes les ressources qu'on a. On a aussi des e-books sur notre site internet que vous pouvez télécharger. On donne beaucoup de choses. Et puis, j'espère qu'on se croisera et puis qu'on se retrouvera un de ces jours. Je vous dis au revoir à ceux qui sont en ligne. Je regarde s'il n'y a pas une dernière. Oh là, une dernière question. Les infos. Ah, info tarif. Ah oui. Alors oui, ça va être intéressant, info tarif, on est d'accord. Donc, le stage base PNL de mémoire, parce que mes collègues qui sont plus au courant de ça que moi, j'ai la chance de plus m'occuper du côté administratif. Je crois que c'est 590 €. Le technicien, je crois qu'on est à 1200, je ne sais plus. En tout cas, si vous allez, retenez que si vous allez jusqu'au praticien, que vous faites le bloc 1 de compétences RNCP, vous pouvez utiliser votre CPF. Pour les gens qui sont salariés, ça peut être quand même intéressant. Et dans ce cas, je vous engage à faire très vite, puisqu'on a des choses qui commencent rapidement. Voilà, je vous remercie de votre présence et n'hésitez pas à continuer à poser des questions et à joindre les collaboratrices qui vous répondront avec grand plaisir. Au revoir à tous. Alors, est-ce que j'ai tout cassé? Oui, j'ai pas tout cassé. Vous avez l'autre télécommande qui est en bas. Voilà. Au revoir, c'était très sympathique.